Messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, il y a un peu plus d'un an, l'Assemblée des professeurs du Collège de France avait à se prononcer sur la suite à donner à la chaire de neuropsychologie du développement qui a été si remarquablement illustrée par notre collègue Julia Guérard. Notre Assemblée s'est prononcée pour la création d'une chaire de neuropharmacologie. En disant cela, elle suivait une règle, une tradition qui a fait la force de cette maison, à savoir que deux critères essentiels sont toujours retenus. Choisir une discipline qui suit, qui précède, si elle le peut, le développement de la science, choisir une personne susceptible de l'illustrer. La neuropharmacologie, indiscutablement, est devenue depuis quelques années l'une des branches les plus actives de la neurobiologie, que ce soit dans ses aspects fondamentaux, à l'échelle élémentaire, ou au niveau des systèmes plus complexes, que ce soit par ses conséquences thérapeutiques d'importance considérable, et même ses conséquences sociales. La neuropharmacologie a un rôle majeur à jouer. D'autre part, le choix de la personne qui occupera cette chaire de pharmacologie est fondé non pas sur des titres, mais sur son passé de travail, sur ses travaux, sur la manière dont il a animé une équipe, développé une discipline. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes tous accordés pour choisir M. Jacques Lomaski pour être titulaire de cette chaire. C'est donc la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir pour l'entendre prononcer sa première leçon. Mais avant de lui donner la parole, avant de lui exprimer nos vœux les plus sincères pour le succès de son enseignement, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le souvenir de deux grands anciens de cette maison, Jacques Monod et Alain Fessard, qui surent en leur temps accueillir dans leur laboratoire le jeune et brillant chercheur que vous êtes. Et c'est en partie à eux que nous devons de vous écouter ce soir. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, en ce jour où j'ai le redoutable honneur de commencer mon enseignement dans cette prestigieuse maison, mes premières pensées vont à Alfred Fessard et Jacques Monod. Je voudrais rendre hommage à la mémoire de ces hommes exceptionnels auxquels je dois tant. Plus de 15 années se sont écoulées depuis que le professeur Fessard me proposa si généreusement de travailler dans son laboratoire au Collège de France. C'est grâce à son expérience irremplaçable et à son aide constante que je pus créer le groupe de neuropharmacologie biochimique que je dirige toujours. En 1969, le professeur Monod, qui à maintes reprises avait montré l'intérêt qu'il portait à la neurobiologie, voulut bien favoriser l'essor de cette équipe en nous acceptant dans sa chaire de biologie moléculaire. À son départ, le professeur Laporte eut la bienveillance d'intégrer notre groupe à sa chaire de neurophysiologie. Monsieur l'administrateur, permettez-moi de vous exprimer ma profonde reconnaissance pour vos conseils éclairés et pour tout ce que vous avez fait pour moi. Sans votre incitation, je n'aurais jamais osé poser ma candidature. J'espère ne pas vous décevoir dans l'exercice de cette nouvelle fonction. Je n'oublierai pas non plus le soutien chaleureux de François Morel, mon rapporteur, qui, en diverses occasions, influença ma vie de chercheur. C'est aussi pour moi un agréable devoir de remercier tous ceux d'entre vous qui m'encouragèrent, ainsi que les membres de l'Académie des sciences qui ratifièrent le choix du collège.
Ma gratitude va aussi aux maîtres qui guidèrent mes premiers pas dans la recherche. Je sais combien le déroulement de ma carrière est lié à leur autorité et leur rayonnement. Le hasard fit bien les choses lorsque, jeune étudiant, je rencontrai le professeur Albe Fessard. Décelant mon attirance pour la neuropharmacologie, domaine peu représenté en France et dont le développement lui paraissait une nécessité, elle s'attacha avec ténacité à faciliter la réalisation de mes projets. Je lui dois d'avoir eu la chance de travailler sous la direction amicale et rigoureuse de Jean-Paul Aubert à l'Institut Pasteur. Je lui dois aussi d'avoir organisé mon stage aux États-Unis dans le laboratoire des sciences cliniques du NIH que dirigeait Seymour Katy, personnalité charismatique au vaste savoir. C'est ainsi que j'eus le privilège d'être l'élève de Julius Axelrod, dont l'étonnante imagination, l'exceptionnel talent et l'enthousiasme communicatif ont marqué plusieurs générations de chercheurs. Enfin, comment ne pas saisir cette occasion pour remercier également les directeurs successifs de l'INSERM, M. Burg, Lauda et Lazare, de leur confiance et de leur aide. J'ai toujours considéré que la recherche était une entreprise collective. La diversité des compétences et des tempéraments est source de richesse. Si l'effort est solidaire, le succès l'est aussi. Chers collègues, lorsque vous avez jugé utile d'adjoindre la neuropharmacologie aux diverses disciplines enseignées dans cette institution exemplaire et que vous m'avez estimé digne d'assurer cet enseignement, j'ai ressenti intensément, une fois encore, ce que je dois à tous mes collaborateurs. Ce soir, je suis heureux de leur faire part publiquement de ma reconnaissance et de mon fidèle attachement. Un profond sentiment d'humilité m'envahit lorsque je songe à François Magendie et Claude Bernard, ces gloires de la médecine et de la physiologie française qui, il y a plus d'un siècle, introduisirent l'enseignement de la neuropharmacologie au Collège de France. En 1856, lorsqu'il succède à François Magendie comme professeur de médecine, Claude Bernard consacre ses premiers cours aux effets des substances toxiques et médicamenteuses, manifestant ainsi la place privilégiée qu'il accorde à la pharmacologie. De fait, de ses mémorables travaux sur le curare, la strychnine, les alcaloïdes de l'opium ou les anesthésiques, il tirera les plus riches enseignements et fondera les bases de la pharmacologie moderne. Une de ses réflexions est particulièrement révélatrice. La connaissance du mécanisme physiologique à l'aide duquel les substances toxiques ou médicamenteuses arrivent à produire leur action sur l'organisme doit être le but de toutes les recherches médicales. C'est là que gît toute la puissance de la médecine expérimentale. Sans doute, la médecine empirique est parvenue et pourra toujours parvenir à se servir utilement d'un grand nombre de médicaments. Mais ce n'est que l'état préliminaire de la science, et la médecine scientifique n'existera que le jour où l'on saura d'une part la connaissance du mécanisme à l'aide duquel les substances médicamenteuses ou toxiques portent leur action dans l'organisme, et d'autre part la raison physiologique de leur mode d'action. Ainsi, l'un des premiers objectifs de la neuropharmacologie est-il d'étudier le ou les mécanismes par lesquels diverses classes de substances agissent sur le tissu nerveux. D'origine naturelle ou résultant de l'imagination des chimistes ou des pharmacologues, ces molécules peuvent influencer l'humeur et les comportements, exercer des effets anesthésiques, hypnotiques, anticonvulsivants, analgésiques ou encore agir sur le système nerveux végétatif, et cette énumération est loin d'être exhaustive. Depuis, cette discipline charnière des neurosciences, qui associe les approches expérimentales et mêle les courants de pensée de la chimie, de la biochimie, de l'anatomie, de l'électrophysiologie ou de la clinique, s'est avéré un réservoir inépuisable d'outils exceptionnels d'investigation. Comme je m'efforcerai de le montrer, ceux-ci permettent de disséquer les mécanismes élémentaires de la gamme étendue des communications neuronales, de discerner les régulations essentielles des voies neuroniques et de révéler le rôle des ensembles neuronaux dans la genèse des fonctions cérébrales, offrant ainsi des perspectives nouvelles pour le traitement des troubles neurologiques et des maladies mentales. Dans le vaste domaine de la neuropharmacologie, les agents psychotropes retiendront particulièrement notre attention.
Avec eux, nous aborderons le champ voisin de la psychopharmacologie, dont le but est d'étudier leurs effets sur le comportement. Selon Lambert, l'histoire des drogues et des médicaments intervenant sur le psychisme a connu 3 périodes au cours des siècles: archaïque, technique et contemporaine, périodes qui méritent d'être tracées brièvement avant d'envisager le mécanisme d'action de ces substances. La période archaïque est celle pendant laquelle les vertus thérapeutiques ou euphorisantes de plusieurs plantes ont été reconnues. Ainsi, le Revolfia serpentina, dont le principe actif est la réserpine, était utilisé en Inde depuis des millénaires pour son effet sédatif et dans le traitement de la folie. Des documents remontant aux époques sumériennes et babyloniennes font mention du pavot, la plante du bonheur venue d'Orient, prescrite par Hippocrate et Théophraste pour soulager les douleurs. En 77 après Jésus-Christ, Dioscoride distingue déjà l'opium obtenu par incision des capsules, dont l'usage fut vulgarisé par Galien dans la Rome antique, dans une préparation célèbre, la thériaque. L'histoire de la coca n'a rien à envier à celle du pavot. Connue des Andins bien avant l'arrivée des Espagnols pour ses propriétés psychostimulantes, cette plante est la source de la cocaïne, un alcaloïde auquel Freud consacra certains de ses premiers travaux et qu'il utilisa lui-même pour combattre la dépression avant de reconnaître ses effets nocifs. Citons enfin les plantes hallucinogènes telles que le peyote, d'où l'on extrait la mescaline, utilisées dans les cérémonies religieuses et qui ont contribué à l'expression artistique des civilisations précolombiennes. Fantastica, tel est le titre de l'ouvrage publié par Lévin en 1927, dans lequel se trouvent classées les substances modifiant l'activité psychique. On y distingue les alcaloïdes euphorisants et calmants de la vie affective, ceux du groupe des hallucinogènes, les hypnotiques, avec la classe importante des barbituriques, et enfin les stimulants psychiques tels que les drogues à caféine, le camphre et le tabac. Nous sommes déjà vers la fin de la période technique, dont l'essor date du début du XIXe siècle, celle de l'isolement et de l'identification des principes actifs des plantes dont les effets avaient été décelés dans divers continents par les générations précédentes. La chimie contribue à son développement. Les molécules aux propriétés étonnantes telles que l'amphétamine ou le LSD sont synthétisées. La découverte du LSD, la drogue du voyage, appréciée par de nombreux peintres et auteurs contemporains tels que Dali, Huxley, Michaud et tant d'autres, est fortuite. Dans l'après-midi du 16 avril 1943, Albert Hoffman, chimiste des laboratoires Sandoz, se voit forcé de regagner son domicile en proie à une crise de délire accompagnée de visions colorées. Il se souvient avoir manipulé le diéthylamide de l'acide D-lysergique, produit qu'il avait synthétisé quelques années auparavant à partir d'un dérivé des alcaloïdes de l'ergot de sève. Désirant vérifier ses présomptions, il absorbe à nouveau le lendemain une quantité infime de cette substance. L'expérience est concluante, les symptômes sont identiques et même plus intenses. Ainsi furent décelées les propriétés de cette molécule d'une efficacité redoutable qui devait être à l'origine d'une multitude de recherches et servir de modèle expérimental des psychoses. C'est en France qu'intervint en 1952 une révolution dans le domaine de la psychiatrie. Dans une étude clinique décisive, Delay, Deniker et Hall démontraient l'intérêt thérapeutique de la chlorpromazine dans les états d'agitation et les psychoses aiguës. 2 années s'étaient écoulées depuis la synthèse et les premiers essais pharmacologiques de ce premier neuroleptique effectué par Charpentier et Mme Courvoisier dans les laboratoires Renaud-Poulain. Ces recherches étaient le fruit d'un programme précis élaboré à la suite de la découverte par cette équipe des propriétés antihistaminiques de plusieurs dérivés de la phénothiazine. L'un d'entre eux, la prométhazine, plus connue sous le nom de Phénergan, dont certaines des propriétés pharmacologiques furent étudiées par Bernard Alpert, qui enseigna dans cette maison, possédait également une activité sédative et hypnogène. Il s'agissait donc de synthétiser une molécule de la même famille chimique ayant une forte activité centrale. Ainsi naquit la chlorpromazine ou l'arcactyle, dont les premiers échantillons furent remis à Laborie, chirurgien de la marine, qui étudiait alors l'influence de l'anesthésie potentialisée et de l'hibernation artificielle dans le traitement du choc opératoire. Très rapidement,
Laborit et ses collaborateurs soulignèrent l'intérêt de ce nouveau produit en anesthésie-réanimation. Intrigués par l'état de désintéressement des malades, ils suggérèrent de le prescrire en psychiatrie. Avec la chlorpromazine, nous sommes entrés dans la période contemporaine, celle qui vit le regard pénétrant et perspicace des cliniciens jouer un rôle déterminant dans l'identification des propriétés dissimulées de plusieurs classes de psychotropes. En effet, pendant les 10 années qui suivirent, diverses familles de produits furent synthétisées et rapidement utilisées pour corriger ou atténuer les symptômes des psychoses et des névroses, un ensemble de maladies, ou plutôt de syndromes, dont nous ignorons encore les causes. Ainsi, c'est en recherchant de nouveaux analgésiques que Janssen découvre une seconde famille de neuroleptiques, les butyrophénanes. À la même époque, les antidépresseurs font leur apparition. Kuhn décèle l'action bénéfique dans les états mélancoliques de l'imipramine, une molécule dont la structure est voisine de la chlorpromazine. Simultanément, Klein discerne les effets analogues de certains inhibiteurs de la monaminoxydase, utilisés jusqu'alors comme antituberculeux. D'autre part, de nouveaux tranquillisants voient le jour, notamment l'importante famille des benzodiazépines, dont certaines, telles le Librium, sont douées d'une forte action anxiolytique. C'est aussi pendant cette période basse que Schuh met définitivement en évidence l'action stabilisatrice étonnante des sels de lithium dans la psychose maniaco-dépressive. Cette série remarquable de découvertes s'accompagne de recherches fructueuses en psychopharmacologie. Divers tests comportementaux sont élaborés pour tenter de repérer chez l'animal les effets centraux de quelques-unes des myriades de molécules sans cesse façonnées par les chimistes. Par quel mécanisme ces diverses familles de psychotropes induisent-elles leurs multiples effets? Dans la grande majorité des cas, c'est en intervenant sur certaines des propriétés spécifiques des cellules nerveuses. Celles-ci ont la capacité de propager des impulsions électriques, souvent sur de très longues distances, à des vitesses pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres par seconde. Une autre de leurs caractéristiques réside dans la sélectivité de leurs interactions avec d'autres cellules nerveuses ou avec les muscles et les glandes qu'elles innervent. Ces interactions dictent le type d'informations reçues et transmises. Ainsi, la neuropharmacologie est-elle très étroitement associée au domaine de la neurotransmission, immense champ d'investigation défriché par d'illustres pionniers. C'est en 1889 que l'histologiste espagnol Ramón y Cajal présenta pour la première fois ses remarquables observations en faveur de la discontinuité du réseau nerveux. Il s'opposait ainsi au groupe des réticularistes animés par Golgi. Selon Cajal, chaque cellule nerveuse était une unité fonctionnelle indépendante, son axone contactant mais ne fusionnant pas avec les dendrites ou le corps cellulaire d'une autre cellule. La théorie neuronale était née. C'est au grand physiologiste anglais, Sherrington, dont les travaux sur les réflexes médulaires conduisirent à la notion fondamentale des propriétés intégratrices du système nerveux central, que l'on doit le terme bien connu de synapse, site d'articulation entre les neurones. Au début du siècle, 50 ans après les premiers travaux de Dubois-Raymond et d'Helmont sur l'activité électrique des fibres nerveuses, de nombreux physiologistes considéraient que le transfert de l'information d'un neurone à un autre ou d'une cellule nerveuse à une fibre musculaire impliquait un phénomène électrique. Pourtant, l'histoire des hormones commençait, mais il semblait que l'intervention de messagers chimiques ne pouvait rendre compte de la rapidité et de la brièveté du mécanisme de neurotransmission. En 1904, frappé par la similarité des effets d'une injection d'adrénaline et de la stimulation des fibres sympathiques, Elliott fut le premier à introduire le concept de neurotransmission chimique. Peu après, Dickson aboutit aux mêmes conclusions en comparant les effets de la muscarine à ceux de la stimulation des fibres parasympathiques. À la même époque, s'inspirant des travaux d'Ehrlich sur le mécanisme d'action des toxines, Langlais envisagea l'existence de substances réceptives spécifiques ou récepteurs sur des cellules cibles. Il expliquait ainsi la médiation des effets des agents pharmacologiques et notamment le blocage par le curare
les contractions de certains muscles induites par la nicotine chez les oiseaux. Dell, à son tour, se pencha sur le problème de la neurotransmission et identifia toute une série de substances ayant les capacités de reproduire les effets de la stimulation des fibres du système nerveux autonome. Mais l'énigme persistait, car il fallait démontrer que l'une de ces substances était libérée à partir des terminaisons de ces fibres. C'est à Lévy que revint le mérite de réussir dans cette entreprise. En 1921, au cours d'une expérience devenue classique, celle des 2 cœurs isolés de grenouilles, il montra que la stimulation de l'afférence vagale de l'un d'entre eux libérait dans le milieu d'incubation un principe actif qui pouvait ralentir les battements du second. Ce principe, tout d'abord dénommé vagus-TOF, allait bientôt être identifié à l'acétylcholine. C'est avec le même protocole expérimental que Lévy mit en évidence l'accélérant STOF, la substance libérée par les fibres sympathiques. Pendant les années qui suivirent, Dell, Feldberg et Gadum jouèrent un rôle déterminant dans la démonstration que l'acétylcholine était le neurotransmetteur des fibres du système parasympathique, ainsi que de celle de la jonction neuromusculaire. Enfin, poursuivant les travaux de Lévy, Cannon et Bach, Von Euler montra définitivement en 1946 que la noradrénaline était le messager chimique des fibres sympathiques chez les mammifères. C'est également au cours de cette période si féconde que Poistel entreprit les premières recherches sur la biosynthèse de l'acétylcholine et que Blaschko découvrit que la dopa, formée à partir de la tyrosine, était le précurseur des catécholamines, la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Les percées en recherche sont bien souvent tributaires d'un progrès technologique. La décennie qui suivit le milieu du siècle devait l'illustrer. Citons quelques exemples. Axelrod et ses collaborateurs utilisent pour la première fois de la noradrénaline radioactive et montrent que celle-ci est captée sélectivement dans les fibres sympathiques. La molécule traceuse se comporte comme le médiateur endogène et facilite grandement l'étude de son métabolisme. Katz et Ecke analysent avec une extrême précision la conversion des signaux chimiques en réponses électriques sur le versant postsynaptique en effectuant des enregistrements intracellulaires à l'aide de microélectrodes. Le raffinement des techniques microélectrophysiologiques permet également à Furchpan et Potter de démontrer l'existence d'une transmission électrique chez les crevisses. Bien qu'en nombre restreint, de telles synapses électriques intervenant dans des réponses simples, brèves et synchrones seront identifiées par la suite dans le cerveau des mammifères. Enfin, grâce au microscope électronique, Palais et Couteau observent les contacts synaptiques et les microvésicules dans lesquels les médiateurs chimiques se trouvent stockés au sein des terminaisons nerveuses. À cette époque, nombreux sont les chercheurs qui préfèrent se consacrer à l'analyse des mécanismes intimes de la neurotransmission en choisissant les préparations les plus appropriées. Jonction neuromusculaire, synapses du système nerveux autonome des mammifères, cellules ganglionnaires géantes des invertébrés sont leurs cibles favorites. De leurs travaux exemplaires émergent de nouveaux concepts d'une importance fondamentale. Pour certains d'entre eux, se hasarder dans les centres supérieurs semble une gageure. Le cerveau, immense réseau qui, chez l'homme, est constitué de quelques 100 milliards de neurones, dont la plupart sont vraisemblablement en contact avec des milliers d'autres, effraie par la complexité de son organisation. Ce ne sont que juxtapositions de neurones et de cellules gliales, enchevêtrement inextricable des prolongements dendritiques et axonaux, diversité et multiplicité des contacts synaptiques. Comment, dans ces conditions, identifier les médiateurs chimiques des neurones cérébraux et étudier leurs effets sur leurs cellules cibles? Les électrophysiologistes semblent disposer des outils méthodologiques les plus perfectionnés pour se lancer dans cette aventure. Toutefois, comme le dit François Jacob, si la science évolue, c'est souvent parce qu'un aspect encore inconnu des choses se dévoile soudain. Pas toujours comme conséquence de l'apparition d'un appareillage nouveau, mais grâce à une manière nouvelle d'examiner les objets, de les considérer sous un angle neuf. De fait, en dépit de leur méthode apparemment grossière, ce sont les biochimistes
et les pharmacologues qui, dès 1954, contribueront le plus à l'essor de ces recherches. Les premières études de Mark, Vogt, Brody, Carlson et leurs collaborateurs consacrées à la noradrénaline, la dopamine et la sérotonine, une indolamine dont la structure chimique est voisine du LSD, en sont le témoignage. Deux constatations essentielles se dégagent de ces travaux qui, très tôt, permirent d'envisager l'existence de neurones molaminergiques centraux. Tout d'abord, il apparaît que la distribution de ces amines dans le cerveau est hétérogène. En effet, si les concentrations les plus élevées de noradrénaline et de sérotonine sont trouvées dans l'hypothalamus, il n'en est pas de même pour la dopamine, présente en quantité très abondante dans le striatum, une des structures des ganglions à base impliquées dans la programmation et la coordination des processus sensorimoteurs. Carlson en déduit que la dopamine n'est pas uniquement le précurseur de la noradrénaline dans les neurones noradrénergiques, mais qu'elle joue également un rôle de neurotransmetteur dans certaines synapses centrales. La seconde observation déterminante est que divers agents psychotropes modifient les concentrations cérébrales de ces monoamines. Il devient alors envisageable d'attribuer leurs effets sur le comportement à leur capacité d'altérer le métabolisme de ces molécules. C'est ainsi que certains antidépresseurs augmentent leur taux, en inhibant la monoamine oxydase, une enzyme intervenant dans leur catabolisme. Inversement, la réserpine est réduite considérablement en s'opposant au stockage de ces amines dans les vésicules synaptiques. Brody suggère que l'effet sédatif de la réserpine résulte de la diminution des taux de noradrénaline, puisque celui-ci peut être corrigé par l'administration de DOPA, le précurseur des catécholamines, alors que le 5-hydroxytryptophane, le précurseur de la sérotonine, semble inefficace. S'inspirant de la terminologie de Hess, il envisage également que les neurones noradrénergiques exercent une action ergotropique, c'est-à-dire qu'ils facilitent l'éveil, l'exploration attentive et les activités agressives, alors que les neurones sérotoninergiques jouent un rôle tropotropique, favorisant le sommeil, la relaxation et la récupération de l'organisme. Pour Carlson, l'effet cataleptique de la réserpine doit être attribué à une déficience de la transmission dopaminergique au niveau du striatum, hypothèse qu'il compléta ultérieurement en postulant que l'action cataleptique des neuroleptiques est due au blocage des récepteurs de la dopamine. Les travaux du groupe de Carlson retiennent l'attention de Herinière et Ornikiewicz, qui ne tardent pas à montrer que les taux de dopamine sont diminués dans les structures striatales de patients atteints de la maladie de Parkinson, maladie caractérisée par une lésion de la substance noire. Cette observation cruciale, qui suggérait l'existence d'une voie nigrostriatale dopaminergique, devait être à l'origine du traitement des Parkinsoniens par la L-Dopa. Dès 1960, les recherches de Vogt, Brody et Carlson inspirèrent mes premiers travaux consacrés à l'analyse du mécanisme d'action de certains psychotropes sur le métabolisme cérébral de la dopamine et de la noradrénaline chez l'homme. La simple mesure des concentrations tissulaires de ces monoamines m'a paru vite insuffisante. Des études dynamiques s'imposaient. Les méthodes isotopiques qui s'étaient avérées si fructueuses dans l'analyse des propriétés des neurones noradrénergiques périphériques s'y prêtaient. Encore fallait-il franchir la barrière hémencéphalique qui s'oppose à la pénétration de diverses substances dans le cerveau, dont les monoamines, lorsque celles-ci sont injectées à la périphérie. L'introduction de la dopamine ou de la noradrénaline radioactive dans le liquide sphénorachidien leva cette difficulté. En effet, dans ces conditions, comme nous l'avons montré avec Julius Axelrod et Leslie Iverson, ces amines traceuses diffusent dans le tissu cérébral et sont sélectivement captées dans les neurones catécholaminergiques centraux. La technique de façonnement subcellulaire développée par Whittaker et de Robertis permit de révéler que ces amines traceuses étaient, comme les amines endogènes, principalement localisées dans les terminaisons nerveuses et les vésicules synaptiques qu'elles contiennent. La mesure in vivo de leur vitesse d'utilisation fournit un index de l'activité des neurones dopaminergiques et noradrénergiques centraux et autorisa une nouvelle approche du mécanisme d'action de certains agents psychotropes.
C'est ainsi que nous renforçâmes l'hypothèse naissante d'une origine monoaminergique des dépressions en suggérant que les propriétés thymoanaleptiques de l'imipramine et de ses dérivés pouvaient être en partie liées à leur capacité de faciliter la transmission noradrénergique en inhibant la recapture de neurotransmetteurs dans les terminaisons nerveuses. Parallèlement aux études biochimiques qui suscitèrent un intérêt croissant parmi les neurologues et les psychiatres, sous l'impulsion de Falk et Hilla, la première cartographie des systèmes catécholaminergiques centraux venait d'être établie par Dahlström et Fuchs. Ces remarquables travaux de l'école suédoise, publiés dès 1964, avaient pu être menés à bien grâce à la méthode histochimique de fluorescence. Pour la première fois, les systèmes neuronaux identifiés par leurs neurotransmetteurs étaient repérés dans le cerveau. Leurs corps cellulaires sont distribués en groupe au sein du tronc cérébral et leurs nombreuses aires d'organisation axonale envahissent la moelle épinière et la plupart des structures encéphaliques. Dès cette époque, il apparaissait que ces voies monoaminergiques divergentes devaient être impliquées dans la régulation de multiples fonctions. Par sa localisation topographique et la grande densité de ses terminaisons, la voie dopaminergique nigrostriatale devint rapidement un modèle privilégié pour l'étude de la neurotransmission chimique dans le système nerveux central, comme l'avait été la jonction neuromusculaire cholinergique à la périphérie. Le cours de cette année sera consacré à l'analyse de certaines de ses propriétés. Arrêtons ce rapide survol des premières études sur la neurotransmission centrale dans lesquelles l'apport irremplaçable de la neuropharmacologie se discerne aisément. Il est temps de préciser certains des mécanismes intimes intervenant dans les synapses chimiques. C'est en favorisant l'entrée d'ions calcium dans la terminaison nerveuse que l'onde de dépolarisation qui s'est propagée le long de l'axone libère sous forme de quanta les molécules du neurotransmetteur stockées dans des vésicules synaptiques. Diffusant dans la fente synaptique, celles-ci atteignent des sites récepteurs spécifiques localisés à la surface de macromolécules protéiques insérées dans la membrane postsynaptique. La liaison transitoire du neurotransmetteur à ces récepteurs modifie la conformation de ceux-ci et enclenche le plus souvent l'ouverture de canaux sélectifs pour certains ions. Ces ions transitent alors de part et d'autre de la membrane et peuvent, selon les cas, la dépolariser ou l'hyperpolariser, l'intensité de la stimulation ou de l'inhibition de l'activité du neurone receveur dépendant du nombre de molécules du médiateur chimique libéré et du nombre de récepteurs sollicités. Ainsi, comme l'ont montré Tauck et Gershenfeld, l'information transmise est non seulement tributaire de la nature chimique du médiateur, mais également des caractéristiques du canal ionique couplé au récepteur. Dans beaucoup de ces synapses, le transfert unidirectionnel des messages codés intervient dans un temps voisin de la milliseconde. Des signaux aux effets plus durables sont transmis par un second type de synapse, dont les mieux connues sont celles dans lesquelles le récepteur est couplé à une enzyme membranaire, l'adénylate cyclase par exemple. Dans ce cas, l'interaction du neurotransmetteur avec le récepteur conduit à la formation d'un second messager, l'AMP cyclique, qui par une cascade de réactions enzymatiques amplificatrices du signal peut modifier plusieurs des propriétés du neurone receveur, telles que son niveau d'excitabilité, son métabolisme énergétique ou la biosynthèse de protéines spécifiques. De telles synapses, dites synapses métaboliques, pourraient jouer un rôle primordial dans les processus de mémorisation à l'échelle cellulaire. Quel que soit le type de synapse envisagé, le médiateur chimique est éliminé rapidement de la fente synaptique dès qu'il a cessé d'agir sur son récepteur par inactivation enzymatique ou par un processus de recapture spécifique dans la terminaison présynaptique. Ajoutons enfin que divers mécanismes contribuent à la régulation de la biosynthèse et de la libération du médiateur et que toute diminution ou augmentation persistante de la transmission peut retentir à plus ou moins long terme sur certaines des propriétés ou sur le nombre des molécules réceptrices insérées dans la membrane postsynaptique.
Un autre ordre de complexité intervient encore si l'on considère que l'activité du neurone dépend en fait de l'intégration des messages transitant le plus souvent par une multitude de synapses localisées sur ses dendrites et son corps cellulaire, et que d'autres synapses, dites présynaptiques, distribuées au niveau des terminaisons, peuvent contrôler la quantité du neurotransmetteur libéré par chaque potentiel d'action. Bien que les critères requis pour les identifier n'aient pas toujours été vérifiés avec toute la rigueur souhaitable, nous connaissons déjà plus d'une trentaine de substances qui contribuent au processus de neurotransmission dans les synapses centrales, et cette liste est certainement loin d'être close. Ce sont tout d'abord des acides aminés, tels que l'acide gamma-aminobutyrique ou GABA, qui exerce un effet inhibiteur sur les cellules cibles, et les acides glutamiques et aspartiques qui sont excitateurs. Le second groupe est celui des amines, représentés par l'acétylcholine, les catécholamines, la sérotonine et l'histamine, qui agissent sur des récepteurs couplés à un canal ionique, mais également sur d'autres liés à une enzyme membranaire et peuvent avoir, selon les synapses, une action excitatrice ou inhibitrice, ou les deux. La dernière famille particulièrement florissante est celle des neuropeptides, des molécules visualisées dans plusieurs populations neuronales centrales ou périphériques, grâce en particulier aux études immunohistochimiques de Hochfeld et de ses collaborateurs. C'est à la découverte retentissante des encéphalines par Hughes et Kosterlitz en 1975 que l'on voit le foisonnement des recherches qui leur sont consacrées. Cette découverte dérivait des travaux des groupes de Snyder, Simon et Terenius, qui avaient pu identifier des sites récepteurs des opiacés sur des membranes neuronales à l'aide de dérivés morphiniques radioactifs. Ces récepteurs permettaient d'envisager l'existence de substances morphinomimétiques endogènes libérées à partir de certaines terminaisons nerveuses. Les séminaires de mon enseignement porteront cette année sur l'analyse des propriétés des encéphalines et des autres endomorphines. En effet, ces neuropeptides ainsi que la substance P justifient une attention particulière car certains des neurones les contenant interviennent dans la conduction ou le contrôle des messages nociceptifs. Pendant longtemps, pour les biochimistes, les analyses du mécanisme de neurotransmission dans le cerveau furent pour l'essentiel limitées à l'étude des phénomènes du versant présynaptique. Les récepteurs n'étaient que des entités abstraites. Sans aucun doute, l'isolement du récepteur cholinergique à partir de l'organe électrique de certains poissons et l'étude de sa structure et de ses propriétés fonctionnelles par Jean-Pierre Changeux et ses collaborateurs ont stimulé les recherches sur les récepteurs centraux. Depuis, sous l'impulsion des travaux du groupe de Snyder, plusieurs des récepteurs des médiateurs chimiques identifiés dans le cerveau des mammifères ont été caractérisés au niveau de membranes neuronales à l'aide d'un nombre sans cesse croissant de ligands radioactifs. Comme à la périphérie, ces études ont révélé l'existence de plusieurs classes de récepteurs pour un même neurotransmetteur, présentant des sensibilités différentes vis-à-vis de certains agents pharmacologiques. Ces recherches biochimiques et les études électrophysiologiques de plus en plus fines, des réponses observées au niveau cellulaire, devraient rapidement aboutir à la découverte de nouveaux agonistes et antagonistes aux actions plus spécifiques. La diversité des neurotransmetteurs et de leurs récepteurs, retrouvés tout au long de l'échelle animale, des invertébrés aux vertébrés supérieurs, révèle la richesse du répertoire des modalités des communications neuronales. Plusieurs données accroissent cette complexité. Tout d'abord, il semble pertinent de distinguer les fonctions de neurotransmission et de neuromodulation. Qu'ils soient sécrétés par des neurones ou par d'autres types cellulaires, les neuromodulateurs peuvent modifier la libération des neurotransmetteurs ou les effets qu'ils induisent sur leurs cellules cibles, sans pour autant avoir par eux-mêmes la capacité d'influencer directement l'activité des neurones receveurs, c'est-à-dire de les exciter ou de les inhiber. Dans certains cas, les monoamines et les neuropeptides joueraient ce rôle. Bien qu'il s'agisse d'un concept différent, les neuromodulateurs pourraient avoir également des propriétés intermédiaires entre celles des neurotransmetteurs et des hormones. Agissant à distance sur des récepteurs éloignés de leur site d'émission, ces molécules réguleraient ainsi d'une façon homogène l'activité d'une population avoisinante de neurones. Selon Guillemin,
Ceci résulterait d'un opportunisme dans les processus évolutifs. Une même molécule pouvant assurer une tâche différente en fonction de l'heure et du lieu. À cet égard, il faut rappeler que plusieurs peptides, récemment identifiés dans une grande variété de populations neuronales, étaient déjà bien connus des neuroendocrinologistes, puisqu'ils jouent également le rôle d'hormones au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire ou dans le tractus gastro-intestinal. D'autre part, l'un des dogmes de la neurobiologie, selon lequel chaque neurone ne libérerait qu'un seul médiateur chimique au niveau de ses terminaisons, semble devoir être remis en question. En effet, plusieurs classes de neurones contiennent au moins deux substances, le plus souvent une amine et un peptide, qui peuvent agir selon les cas comme neurotransmetteurs ou neuromodulateurs. Enfin, apparaît-il de plus en plus vraisemblable que dans diverses populations neuronales, le transfert de l'information s'effectue dans deux directions. C'est-à-dire que le neurotransmetteur ou le neuromodulateur peut être libéré aussi bien à partir des dendrites que des terminaisons axonales, comme nous avons d'ailleurs pu le montrer au niveau des neurones dopaminergiques nigrostriataux. Si je me suis attardé si longuement sur la description des mécanismes élémentaires de la neurotransmission chimique, c'est pour mieux souligner l'impact de la neuropharmacologie moléculaire ou cellulaire. Sans aucun doute, la recherche du mode d'action de diverses substances psychotropes, trouvées parfois fortuitement, a permis d'identifier certains neurotransmetteurs ou leurs récepteurs et d'élucider plusieurs de leurs propriétés. Les travaux sur les récepteurs des benzodiazépines en fournissent un nouvel exemple, car dans un avenir proche, ils pourraient favoriser l'isolement de substances endogènes ayant des propriétés anxiogènes ou anxiolytiques. Réciproquement, la découverte récente de plusieurs neurotransmetteurs ou neuromodulateurs, de certaines enzymes intervenant dans leur biosynthèse, leur inactivation, et de leurs diverses classes de récepteurs, offre aux chimistes et aux pharmacologues des cibles privilégiées pour focaliser leurs recherches et synthétiser des molécules plus actives et plus sélectives, étoffant ainsi notre arsenal thérapeutique encore très limité. Dans ce domaine, les méthodes les plus sophistiquées du génie génétique ont déjà démontré leurs étonnantes potentialités, notamment pour identifier les précurseurs des neuropeptides. Une voie nouvelle apparaît ainsi pour découvrir des substances aux propriétés pharmacologiques insoupçonnées. Enfin, la neuropharmacologie de demain ne se limitera pas au seul champ des neurotransmetteurs et des neuromodulateurs. On peut prédire aisément qu'elle s'étendra à celui des neurocognines, ces substances recherchées dans de nombreux laboratoires qui interviennent dans la différenciation des neurones, la reconnaissance de leurs cellules cibles, l'établissement et la stabilisation des contacts synaptiques. Bien qu'indispensable, l'analyse du mécanisme d'action d'une substance pharmacologique au niveau synaptique n'est pas suffisante. La neuropharmacologie ne peut se limiter à ce domaine, c'est-à-dire à une approche réductionniste. La modification d'un comportement ne s'explique pas uniquement en termes de molécules et de synapses. Si par exemple nous savons que l'amphétamine libère la dopamine et que les neuroleptiques bloquent les récepteurs de ce médiateur chimique, ceci ne peut suffire à comprendre la diversité des effets bénéfiques ou nocifs de ces substances sur les régulations endocriniennes, la motricité ou le psychisme. Encore faut-il connaître la topographie précise des différents systèmes dopaminergiques, identifier les populations neuronales qui les innervent et celles soumises à leur contrôle. Enfin, élucider les principales modalités de ces interactions neuronales. Autrement dit, déterminer comment les systèmes dopaminergiques contribuent au traitement des messages des circuits neuroniques dans lesquels ils sont intégrés. Cette analyse architectonique et cybernétique d'un ensemble de voies nerveuses connectant plusieurs structures cérébrales est nécessaire pour tenter de cerner les mécanismes d'action des agents psychotropes sur les fonctions physiologiques et les conduites comportementales. Elle nécessite le concours d'approches neuroanatomiques, électrophysiologiques, biochimiques et pharmacologiques qui s'enrichissent mutuellement. Cette multidisciplinarité obligatoire est l'une des difficultés des neurosciences, mais également la source de leur développement et de la fécondité de leur enseignement. Depuis les premières cartographies des systèmes monoaminergiques, une révolution est intervenue dans le domaine de la neuroanatomie.
de multiples techniques ont vu le jour. De proche en proche, avec l'apparition de nouvelles connaissances, elles acquièrent un caractère de généralité s'appliquant à une grande diversité de populations neuronales. L'immunologie y a contribué par l'apport décisif des anticorps fluorescents. C'est ainsi que chaque molécule signifiante, véritable empreinte, le neurotransmetteur lui-même ou une enzyme spécifique intervenant dans sa synthèse peut être visualisée. Méthode complémentaire qui facilite le repérage des molécules radioactives, l'autoradiographie en microscopie optique ou électronique permet d'identifier certaines populations neuronales après capture sélective de leurs médiateurs marqués ou de localiser divers types de récepteurs après fixation de ligands appropriés. Découvert par Paul Weitz il y a plus de 30 ans, les flux axonaux qui assurent la migration des composants cellulaires dans les deux sens le long de l'axone peuvent également être mis à contribution. Captés par les corps cellulaires ou les terminaisons des neurones, les molécules fluorescentes ou radioactives empruntant les flux orthogrades ou rétrogrades permettent de suivre les méandres des trajets axonaux, d'apprécier l'étendue des territoires qu'ils innervent ou de préciser leur lieu d'origine. Ainsi se tisse progressivement, par une combinaison judicieuse de ces approches, la toile des connexions identifiées de la voie neuronale étudiée. En enregistrant l'activité de ces cellules ou en mesurant la libération du neurotransmetteur à partir de ces terminaisons, les électrophysiologistes ou les biochimistes peuvent alors décrypter les messages codés qu'elles reçoivent de ces principales connexions afférentes. Il en est de même des signaux qu'elle transmet aux connexions neuroniques qu'elle contrôle. Le plus souvent, chacune de ces interactions peut être simulée ou inhibée par des agents pharmacologiques appropriés qui, injectés localement, amplifient ou abolissent les phénomènes analysés et concourent ainsi à l'identification des médiations chimiques mises en jeu. Ces études fonctionnelles in vivo peuvent être complétées par des expériences analogues in vitro effectuées sur des tranches de structures cérébrales finement disséquées. Il est ainsi possible d'apprécier l'influence des circuits locaux sur l'activité des cellules de voies neuroniques plus longues ou sur le contrôle présynaptique de la libération de leurs médiateurs. Inversement, une nouvelle technique récemment mise au point par Louis Sokola a bouleversé les recherches sur le cerveau. Son principe réside dans la mesure de l'utilisation du glucose par les cellules nerveuses, les neurones actifs, en consommant plus que ceux qui sont au repos. Cette méthode, appliquée maintenant chez l'homme grâce à la caméra à positron, permet de dévoiler dans sa globalité la chaîne des répercussions d'une situation physiologique nouvelle ou de l'administration d'une substance pharmacologique sur l'activité de voies polysynaptiques reliant plusieurs structures. Ce niveau d'analyse, celui de l'étude des propriétés des ensembles neuronaux, guide certaines de nos recherches sur les ganglions de la base et le système limbique, territoire où l'odologie biochimique a acquis ses premiers titres de noblesse et a souvent précédé l'odologie électrophysiologique dont la fécondité s'est particulièrement révélée dans l'exploration du cervelet et du néocortex. Il débouche sur les études fonctionnelles proprement dites et est très étroitement lié aux sciences du comportement et à la psychopharmacologie qui en fait partie. Trois stratégies complémentaires peuvent être choisies pour évaluer le rôle d'une voie neuronale identifiée dans la régulation d'une fonction ou l'exécution d'un comportement. La première consiste à mettre en évidence les variations de l'activité de ces cellules dans certaines situations physiologiques ou pharmacologiques, favorisant ou perturbant le déroulement de la fonction ou l'expression du comportement. Bien que riches d'enseignements, de telles corrélations ne peuvent à elles seules permettre d'attribuer un rôle prépondérant à la voie neuronale étudiée. La seconde stratégie, qui découle des travaux classiques de Magendie, Flourens et Jackson, repose sur l'étude des désordres induits par une lésion. Cette méthode peut fournir de remarquables modèles physiopathologiques animaux. Toutefois, ses limites sont bien connues. La validité des conclusions dépend à la fois de la spécificité de la lésion et de l'existence fréquente de circuits neuroniques vicariants. Dans ce domaine, des outils pharmacologiques précieux, véritables scalpels chimiques plus sélectifs que les lésions électrolytiques, sont déjà à notre disposition. Ainsi, la micro-injection dans une structure cérébrale d'un analogue de l'acide glutamique, l'acide kénique,
permet de détruire certaines populations neuronales en épargnant les fibres de passage. Un modèle de la Corée de Huntington obtenu chez le rat est l'une des premières applications de cette méthode. Mieux encore, certains agents neurotoxiques n'affectent qu'une seule classe de neurones caractérisée par le neurotransmetteur qu'ils contiennent. Il va sans dire que le développement de nouveaux outils de ce type est l'un des nombreux champs d'exploration prometteurs de la neuropharmacologie. La dernière stratégie, enfin, est celle des stimulations. Stimulations électriques utilisées dès 1870 chez l'animal et chez l'homme par Fritz et Hilzig, mais surtout stimulations chimiques introduites entre les années 1950 et 1960 par Anderson, Fischer et Grossman. Cette dernière approche, qui tente à se généraliser, consiste à faciliter ou bloquer le transfert des messages de la voie neuronale étudiée en appliquant localement, à l'aide de fines canules, les agonistes ou antagonistes du neurotransmetteur impliqué et observer les modifications fonctionnelles ou comportementales réversibles qui en résultent. Plusieurs de ces stratégies ont été systématiquement utilisées par l'école de Jouvet, avec le succès que l'on sait, pour révéler l'influence de certaines voies noradrénergiques et sérotoninergiques dans la genèse ou la régulation des phases des sommeils lents et paradoxales. Les neuroendocrinologistes en ont également tiré parti pour démontrer, par exemple, le rôle de la voie dopaminergique tubéro-infundibulaire dans la sécrétion des hormones adéno-hypophysaires. J'illustrerai maintenant l'apport de ces stratégies à deux disciplines malheureusement encore trop distantes, la neurologie et la psychiatrie, en décrivant certaines études consacrées au rôle des voies dopaminergiques ascendantes dans la régulation des fonctions motrices et limbiques. Comme je l'ai déjà mentionné, la voie dopaminergique nigrostriatale innerve plusieurs noyaux des ganglions de la base, un ensemble de structures sous-corticales qui contribuent non seulement à la coordination des ajustements posturaux et de la musculature distale, mais aussi à l'éveil comportemental induit par les stimulations sensorielles. Rappelons aussi que chez l'homme, la dégénérescence des neurones de cette voie, ou le blocage de leurs effets sur leurs nombreuses cellules cibles par les neuroleptiques, conduit à l'apparition de certains symptômes parkinsoniens. Chez le rat, ainsi que l'a si brillamment révélé Ungerstedt, la destruction sélective unilatérale de cette voie dopaminergique par un agent neurotoxique, la 6-hydroxydopamine, provoque un déséquilibre postural et une négligence sensorielle du côté contralatéral. Ce déséquilibre peut s'amplifier et donner lieu à un comportement de rotation vers le côté lésé lorsque la transmission de la voie contralatérale intacte est accrue par une injection d'amphétamine. L'utilité d'un tel modèle animal dans la recherche de nouveaux traitements de la maladie de Parkinson n'est plus à démontrer. C'est ainsi que l'efficacité thérapeutique éventuelle des agonistes dopaminergiques peut être évaluée en mesurant leur capacité d'inhiber le comportement de rotation et de rétablir l'équilibre postural lorsqu'ils sont introduits dans le striatum lésé. Les résultats identiques sont obtenus par la greffe de cellules sécrétant de la dopamine. De fait, l'utilisation de ce traitement vient d'être spectaculairement tentée chez l'homme. Rechercher des modèles animaux pour s'efforcer d'expliquer la genèse des maladies mentales peut paraître paradoxal. Cela est aisément admis par le neurologue, mais ne l'est pas par de nombreux psychiatres, et moins encore par les tenants du dualisme qui opposent la matière et l'esprit. Comparer le rat à l'homme qui parle, pense et crée, quelle des mesures? À ce propos, écoutons Alfred Fessard. L'homme de science moderne, s'il ne peut échapper, quoi qu'il en pense souvent, à quelque engagement métaphysique, est beaucoup moins qu'autrefois préoccupé de l'essence des choses. Abandonnant à un substantialisme qui ne pouvait aboutir qu'à la multiplication d'entités arbitraires, il ne s'attache plus désormais qu'à établir des structures de relations dans l'ensemble des faits qu'il étudie, et ce qu'il découvre et exprime ne peut que le conduire à des rapprochements unificateurs dont l'essentiel survit au changement des systèmes philosophiques. Ainsi, le biologiste estime-t-il vraisemblable que des anomalies plus ou moins complexes, réversibles ou non, des processus de communication entre certaines populations neuronales soient impliqués dans les névroses et les psychoses
que celle-ci résulte de l'influence de certaines situations relationnelles ou de facteurs génétiques. Pour prendre l'exemple de la schizophrénie, maladie aux multiples facettes, aux formes en miroir, paranoïdes et hébéphréniques, plusieurs hypothèses biochimiques ont été envisagées. Celle d'un dysfonctionnement de certaines voies dopaminergiques ascendantes est sans doute la plus féconde. En effet, des psychoses délirantes avec agitation motrice, proches des formes paranoïdes, peuvent être induites par une substance telle que l'amphétamine, qui facilite la transmission dopaminergique, et ces troubles sont supprimés par les neuroleptiques, dont certains s'avèrent également efficaces dans les formes hébéphréniques. Il y a bientôt 10 ans, la découverte dans notre laboratoire d'une innervation dopaminergique corticale a singulièrement renforcé cette hypothèse. Nous savons aujourd'hui que plusieurs voies dopaminergiques issues pour l'essentiel d'une structure mésencéphalique médiane, contiguë à la substance noire, innervent diverses structures limbiques sous-corticales, mais aussi des aires associatives du cortex cérébral, telles que les zones préfrontales et singulaires, dont les lésions pathologiques chez l'homme s'accompagnent de troubles du jugement et de l'attention sélective. Ces voies dopaminergiques relient donc les trois pôles de la sphère limbique, dont les apparitions successives au cours de l'évolution permettent de distinguer les cerveaux reptiliens, paléo-mammaliens et néo-mammaliens. Selon MacLean, le premier de ces pôles serait le siège des comportements instinctifs. Le second, celui des émotions, de la régulation des états de vigilance et des comportements appétitifs. Et le dernier, enfin, celui de l'abstraction et de la prévision. Comme Michel Lemoyle et ses collaborateurs l'ont mis en évidence, la destruction globale de ces voies dopaminergiques chez le rat induit un syndrome complexe caractérisé par une hyperactivité locomotrice, une disparition de la vigilance attentive, une hypoémotivité et des déficits cognitifs majeurs. L'animal n'est plus capable de focaliser son attention et d'effectuer certaines tâches coordonnées. La valeur heuristique d'un tel modèle est indéniable. Elle s'enrichit encore si l'on s'attache à étudier les rôles respectifs de chacune des voies dopaminergiques lésées dans la genèse des diverses composantes du syndrome. Ainsi, il apparaît que l'interruption ou la facilitation des transmissions dopaminergiques du cortex préfrontal, de certaines structures sous-corticales du système limbique ou des ganglions de la base, provoque, selon les cas, des effets semblables ou opposés. D'autre part, comme notre groupe a contribué à le montrer, les neurones dopaminergiques innervant le cortex préfrontal et dont l'activité est considérablement modifiée dans diverses situations de stress, semblent jouer le rôle de chef d'orchestre, contrôlant indirectement les interventions des autres voies dopaminergiques ascendantes. Il devient alors plus compréhensible qu'un déséquilibre de ces relations entraîne des répercussions sur les activités des sphères limbiques et motrices, dont les dissonances et les contrastes peuvent être éclatants. Par sa vision synthétique et l'autorité que nous lui reconnaissons tous dans ces domaines, Julien de Ajuria-Guerra, qui fut titulaire de la chaire de neuropsychologie du développement et à qui j'ai l'honneur de succéder, a mieux que quiconque souligné les rapports étroits de la neurologie et de la psychiatrie. Permettez-moi de le citer. Le neurologique et le psychiatrique vont de pair. Depuis le niveau le plus bas, leurs intégrations successives leur donnent une complexité particulière. Complexité et différenciation qui leur vient de l'intégration elle-même et qui leur donne une valeur par le fait même que le vivant et l'évolué, à un niveau quelconque de son évolution, sera quelque chose d'autre au niveau précédent et pas seulement quelque chose en plus. Nous croyons que la doctrine de l'évolution se pose à la séparation des systèmes instrumentaux et des systèmes énergétiques. Par le fait même que les systèmes paraissent s'intégrer les uns aux autres, ils perdent leur caractère d'autonomie. Une fois intégrés, ils font partie du tout. Dans une perspective similaire, tenant compte des apports de la neuropharmacologie, je souhaiterais maintenant conclure cette leçon par une réflexion générale sur l'organisation du système nerveux central. Les opérations essentielles du système nerveux sont de canaliser les informations sensorielles entrantes vers une multitude de structures hiérarchisées, d'opérer une série d'intégrations successives et de faire converger les messages en fonction de programmes génétiques et épigénétiques vers des voies finales communes, les neurones qui agissent sur les organes effecteurs
les muscles et les glandes. La majorité des neurones de la moelle épinière et du cerveau constituent donc un vaste réseau intermédiaire entre les fibres sensorielles et celles innervant les organes effecteurs. Selon Moncastle, 3 séries de découvertes récentes permettent d'envisager sous un angle nouveau l'organisation de ce réseau. Les premières suggèrent que la plupart des structures cérébrales sont constituées d'une répétition de microcircuits ou modules dont le nombre de cellules, la connectivité intrinsèque et les modalités de traitement des informations entrantes et sortantes sont semblables au sein d'une même structure, mais diffèrent d'une structure à une autre. Les capacités fonctionnelles de ces agrégats neuroniques de quelques centaines ou milliers de cellules, couplées et en dérivation immédiate par rapport aux voies neuroniques de transfert connectant 2 ou plusieurs structures, peuvent se modifier au cours du temps et tout particulièrement pendant les périodes critiques de l'ontogénèse. La seconde série d'observations, qui peut contribuer au changement de nos concepts concernant le fonctionnement de ce que certains dénomment peut-être trop rapidement l'ordinateur cérébral, est l'accumulation de données démontrant que les connexions afférentes et efférentes des structures cérébrales sont beaucoup plus nombreuses et en général plus sélectives et spécifiques qu'on ne le supposait. Enfin, les dernières constatations indiquent qu'un module donné n'est pas soumis à l'influence de la totalité des connexions extrinsèques de la structure ou du noyau dans lequel il se trouve localisé. De ce fait, les modules d'une structure se répartissent en groupes dont la spécificité dépend étroitement du type et de l'arrangement des connexions qui les lient à des groupes modulaires d'autres structures plus ou moins distantes. De tels assemblages formés d'un nombre important d'éléments modulaires reliés par l'échelonnement de connexions disposées en parallèle et en série constituent des systèmes distribués ou ensembles neuronaux spécifiques impliqués dans le contrôle ou l'exécution d'une fonction, qu'elle soit élémentaire ou complexe. Au sein de chacun de ces ensembles, l'information peut être transmise par des voies neuroniques polysynaptiques distinctes et la prévalence de l'une d'entre elles s'acquiert par des processus de sélection et d'amplification qui dépendent des propriétés dynamiques et évolutives de l'ensemble soumises à des contraintes endogènes et exogènes. En effet, ces ensembles qui possèdent des circuits réentrants massifs, vecteurs des activités internes, fruits de programmes innés et acquis, sont également ouverts par divers branchements aux voies neuroniques conduisant les impulses sensoriels et à celles délivrant les messages aux organes effecteurs. Les conséquences d'un tel modèle d'organisation, dont la généralisation doit être confirmée, sont nombreuses. Retenons que, d'une part, chacune des structures cérébrales contribue à une diversité plus ou moins grande d'ensembles neuronaux et donc de fonctions spécifiques, et que, d'autre part, la fonction contrôlée ou exécutée par chacun des ensembles est commandée par plusieurs structures dont les rôles hiérarchiques peuvent évoluer dans une certaine mesure selon le contenu des informations qu'elles reçoivent par ailleurs et l'urgence de la situation. Ceci révèle les grandes capacités d'adaptation de l'extraordinaire machine nerveuse et le fait que des lésions discrètes ou des anomalies locales des communications neuronales au sein de l'ensemble ne soient pas obligatoirement associées à des altérations majeures de la fonction. Il est évident que d'autres données tenant compte des propriétés spécifiques des divers composants des ensembles fonctionnels doivent être également prises en considération. À cet égard, la tentative récente de Floyd Bloom de comparer les capacités opérantes de diverses populations neuronales identifiées par leurs neurotransmetteurs ou leurs neuromodulateurs selon leur domaine spatial, temporel et énergétique me semble judicieuse et pertinente dans le cadre de recherches neuropharmacologiques. Définissons brièvement ces domaines pour plus de clarté. Le domaine spatial d'un neurone correspond à la totalité des cellules nerveuses auxquelles il transmet des informations et qui lui en communiquent. Son domaine temporel se caractérise par les durées de ses effets sur ses cellules cibles et de ses temps de réponse aux messages qu'il reçoit. Notion plus qualitative, le domaine énergétique reflèterait la nature des effets produits. Ainsi, une réponse passive de la membrane postsynaptique, résultant de l'effet d'un neurotransmetteur sur un récepteur typé un canal ionique, serait moins vectrice d'énergie qu'une réponse active observée dans les synapses de type métabolique.
Dans celle-ci, comme nous l'avons déjà évoqué, l'action du neurotransmetteur sur son récepteur se traduit par la stimulation ou l'inhibition de la synthèse d'un second messager, dont les fonctions multiples peuvent être placées arbitrairement selon des seuils d'énergie croissants. En résumé, ces trois domaines permettent de définir une enveloppe tridimensionnelle propre à chaque type de population neuronale, caractérisée par sa valeur moyenne et ses limites extrêmes. En simplifiant délibérément la classification de Floyd-Bloom, je voudrais formuler quelques hypothèses dont certaines pourront paraître prématurées dans l'état actuel de nos connaissances. La valeur moyenne et les limites de l'enveloppe des domaines spatial, temporel et énergétique permettent, me semble-t-il, de distinguer deux familles principales de populations neuronales. Disons tout de suite que celles-ci constituent deux réseaux imbriqués à plusieurs niveaux, aux multiples relations, mais dont les rôles hiérarchiques diffèrent. Les populations neuronales de la première famille se caractérisent par des enveloppes tridimensionnelles aux valeurs moyennes faibles et aux limites extrêmes relativement étroites. Ce sont d'une part les neurones intramodulaires, composants hétérogènes des microcircuits dont les neuromédiateurs sont des acides aminés, des amines ou des peptides, et d'autre part les voies neuroniques de transfert rapide, plus ou moins longues, dont les neurotransmetteurs sont le plus souvent des acides aminés, GABA, acide glutamique et aspartique, qui connectent des groupes de modules appareillés de diverses structures et parfois d'une même structure. Ce réseau d'ordre 1, que je dénommerai volontiers réseau exécutif aux propriétés sélectives, est en fait constitué par la grande majorité des neurones du vaste réseau intermédiaire, c'est-à-dire des composants essentiels des ensembles fonctionnels définis par Moncastle et que je viens de décrire brièvement. Parmi les populations neuronales de la seconde famille, celles correspondantes aux voies monoaminergiques, dont nous avons évoqué à maintes reprises certaines des propriétés, sont les mieux connues et les plus représentatives. Ces populations, dont les neurones ne représentent pas plus de 0,05% de la totalité des neurones cérébraux, et qui régulent cependant les états d'activité dans tout le système nerveux central, possèdent des enveloppes tridimensionnelles dont les valeurs moyennes sont les plus élevées et les limites extrêmes les plus larges. Les corps cellulaires et les dendrites de leurs neurones sont situés pour la plupart au sein de la formation réticulée et sont de ce fait soumis à une grande diversité d'informations sensorielles et de signaux du milieu intérieur. Par leurs longs axones bifurqués, aux arborisations terminales ramifiées et une étendue du registre de leurs opérations synaptiques, les neurones de ces voies monoaminergiques influencent de diverses façons au sein d'une même structure, si ce n'est à l'extrême de plusieurs, les messages émis ou transmis par de nombreuses voies de transfert, ainsi que ceux traités par les groupes modulaires qui leur sont associés. En d'autres termes, ces neurones agissent simultanément sur l'activité de plusieurs ensembles fonctionnels spécifiques du réseau exécutif et sélectif d'ordre 1. Ajoutons enfin qu'ils peuvent exercer à même niveau des effets antagonistes selon leur nature et celle des voies qu'ils constituent, et que ces derniers entretiennent le plus souvent des régulations hiérarchisées réciproques dont la logique nous échappe encore. J'inclurai dans cette seconde famille les neurones des autres voies aminergiques et peptidergiques récemment identifiés. Bien que nos connaissances sur leurs domaines respectifs soient encore très fragmentaires, et que ceux-ci soient peut-être plus restreints que ceux des populations neuronales monoaminergiques, je me sens en droit de le faire, notamment en ce qui concerne les neurones des voies peptidergiques, pour au moins deux raisons. La première est la présence d'un peptide dans divers groupes de neurones monoaminergiques, suggérant un degré de parenté. La seconde est que, selon plusieurs données, certains neuropeptides semblent représenter des moyens de codage chimique globaux, déclenchant des comportements complexes et spécifiques, faisant intervenir plusieurs ensembles fonctionnels du réseau d'ordre 1. Pour conclure, cette seconde famille de populations neuronales constitue un réseau d'ordre 2 que j'intitulerai réseau régulateur. Par ses différents points d'ancrage et d'insertion dans les ensembles fonctionnels spécifiques du réseau d'ordre 1, il exercerait des activités permissives ou restrictives et contribuerait ainsi au processus d'auto-organisation propre au système complexe. En effet, selon Atlan, la propriété fondamentale des systèmes auto-organisateurs est leur capacité d'utiliser des phénomènes aléatoires pour les intégrer dans le système
et les faire fonctionner comme des facteurs positifs, créateurs d'ordre, de structure, de fonction. On conçoit mieux ainsi l'étendue des répercussions qui résultent ou pourraient résulter de la lésion ou du fonctionnement anormal de certains composants du réseau régulateur d'ordre 2. On perçoit également avec plus de clarté les fondements des hypothèses biochimiques actuelles concernant la genèse des maladies mentales. Tenter de comprendre ce qui nous sert à comprendre et qui contrôle toutes les fonctions de l'organisme semble pour beaucoup du domaine de l'inaccessible. À ce sujet, tout modèle simplificateur ne peut être qu'imparfait et éphémère. Comme bien d'autres, celui-ci l'est et le sera. Mais j'y vois néanmoins quelques vertus: susciter de nouvelles stratégies d'investigation dans le champ sans cesse grandissant de la neuropharmacologie et faciliter l'enseignement de la recherche en train de se faire.